DC va nous présenter la fille de Wonder Woman dans un récit situé dans le futur. Elle se surnomme Trinity, sachant que c'est comme ça qu'on appelle le trio Batman, Superman, Wonder Woman. Espérons que ça ne soit pas un clin d'œil à sa conception. Alors publier l'origin story, je sais pas, un petit peu d'audace. Hein. Bon, mes gardoises, on se donne rendez-vous ce samedi à 14h à Nîmes au cinéma Le Sémaphore, où j'aurai le plaisir d'introduire la séance du ciné-club consacrée à V pour Vendetta, l'adaptation du chef-d'œuvre de David Lloyd et d'Alan Moore. Ce sera suivi d'un petit quiz, hein, un petit débat qu'on poursuivra à la librairie Pop-Up et compagnie qui est juste à côté, hein, à l'occasion d'une rencontre, de papoter, des dédicaces. Je vous offrirai des prints de Bruno Bessadi avec lesquels je viendrai. On fêtera dignement la sortie de Jurassic League. On n'oublie pas Willy, on n'oublie pas Salamandre non plus chez 404 Comics. Bref, ça va être l'occasion de passer un bon petit moment. Mais en attendant, ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 399e JT Comics. On sait que la fille de Paul Walker fera une brève apparition dans Fast and Furious 10 et son agent aurait demandé à ce que, à défaut du scénario, les voitures, elles, tiennent au moins la route. Il ne faudrait pas que l'apparition soit trop brève non plus, même si on aime bien les familles réunies. Et en attendant, passons plutôt aux news de la semaine. C'est mort. Aïe aïe aïe, désastre de communication marketing chez Marvel qui a été obligé d'officialiser sur ses réseaux sociaux la mort de Miss Marvel Kamala Khan 2 semaines avant son sacrifice dans les pages du numéro de Spider-Man dans lequel il a lieu. Alors déjà, c'est hyper foireux de ne pas lui faire honneur de crever dans sa propre série à cette gamine. Alors Marvel va dire c'est pour le décorum, il faut célébrer la mort de Gwen Stacy, une grosse mort très impactante à l'époque. Mais je suis désolé, quand tu te mets à tuer des gens pour fêter le meurtre d'autres gens, c'est des méthodes de serial killer, pas d'éditeur ça. Et on est même sur du Dexter ou du Hannibal puisque c'est Zeb Wells qui écrit la mort de Kamala Khan dans les comics et qui coécrit les aventures de Kamala Khan dans le film The Marvels. Donc soit ils en peuvent absolument plus de cette petite et ils veulent la dégommer absolument partout, soit, comme la mort n'est qu'une sieste dans les comics en général, ils veulent la ressusciter en étant un petit peu plus proche de celle du MCU, hein, mutante, Krakoan, pourquoi pas, et puis avec peut-être d'autres pouvoirs. Bon, ça pue cette affaire, d'autant qu'il y a marqué le mot « ami » sur la couverture du numéro où tout le monde va lui rendre hommage, mais sur la couverture, il n'y a que de vagues connaissances de travail, on va dire. Hein. Il n'y a pas un seul champion, et ça, bon, il y a tué quelqu'un, Marvel, et puis il y a chié en spray sur sa tombe. Voilà, hein, comme Boris Vian, si jamais il était graffeur avec le cul. Je vous laisse spéculer sur le sort de Miss Marvel dans les comics, dans le MCU, dans les commentaires. Foutage de gueule. Ben oui, un casting, c'est littéralement un foutage de gueule. Quand tu fous une gueule sur un personnage, et quand il s'agit de nul autre qu'un héros tel que Superman, Clark Kent, vous imaginez bien que la moindre rumeur fait couler beaucoup d'encre. Et on a appris que l'acteur David Corenswet serait le mieux placé pour incarner le nouveau Superman, hein, la première pierre de ce DCU de James Gunn, qui réalisera et scénarisera le film Superman Legacy. Et là, on se demande s'il n'y a pas un petit double foutage de gueule. Ça aurait coûté beaucoup moins cher à James Gunn de faire tourner Henry Cavill avec un filtre Snapchat rajeunissant, hein, quand il te tonde comme la grand-mère de mon beau-frère en 1940, hein, et que toi tu crois ressembler à Jason Statham, mais en fait tu ressembles juste à une couille qui fronce les sourcils. Et en même temps on peut pas vraiment lui en vouloir à James Gunn, puisque celui dont les initiales font DC, coïncidence, je ne crois pas, hein, vraiment la tête de l'emploi pour jouer Clark Kent, pour jouer Superman, hein, et plus que la tête encore, la voix grave et profonde qui correspond bien au personnage, et en plus il est tout mignon, hein. Moi je dois l'appeler David Corenswet, hein, et si vous voulez une interview qui fait que selon moi il est bien en pole position pour incarner Clark Kent, il est dans la peau déjà du personnage, c'est celle qu'il a réalisée pour Netflix, pour la série The Politician, on voit que c'est un geek passionné de Star Wars, de la musique du film, il adore la force, hein, il parle de la lune, il est fasciné par la lune avec une passion qui correspond bien au personnage de Superman également. Il a l'esprit de famille, il est attaché à son héritage familial, à savoir ce qu'il porte autour du cou, un jeton de métro new-yorkais des années 80, hein. Oui, à l'époque les esthéticiennes elles travaillaient au compas, un jeton qui a appartenu à son père, qui était acteur aussi, et qu'il prend comme un porte-bonheur. Mais c'est carrément Kal-El le type, hein. Et en plus quand on lui demande quel est son comic book préféré, il dit Calvin et Hobbes de l'excellent Bill Watterson, et il rappelle à quel point cette BD est géniale dans sa globalité, dans toutes les thématiques qu'elle aborde, qui sont très profondes et qui sont toujours traitées de la bonne manière. Donc moi, c'est carrément mon Superman, ça y est, ne cherchez pas plus loin, hein. Même si ça ne se fait pas, rappelez-vous que ce ne sont pas forcément les propositions les plus évidentes qui paraissent les plus convenables. Souvenez-vous quand le dessinateur Frank Whiteley avait proposé ce Clark Kent voûté,
un petit peu ballot pour bien le différencier de son alter ego. Eh bien, pas sûr que la proposition sur le papier ait été séduisante pour tout le monde et au final, c'est vraiment l'éclate. En plus, bon, il a vraiment une petite tête, ce mec, qui rappelle le Superman de l'âge d'or, l'âge d'argent de Kurt Swan, qui est une des versions les plus peut-être définitives du personnage à l'époque. Dites-moi ce que vous pensez de cet acteur dans les commentaires. On parle aussi de l'acteur Nicholas Hoult, qui incarnerait peut-être Lex Luthor. On parle d'un Apex Luthor, celui qui avait des pouvoirs puisqu'il avait fusionné avec une entité martienne. On parle d'Emma Mackey ou de Rachel Brosnahan pour incarner Lois Lane, mais tout ça, ce ne sont que des rumeurs, donc allons-y mollo. Ta mère. Dans le reste de l'actu ciné, on avait dit pas les mamans, mais fête des mères oblige. On a eu droit à ce clip de promo de The Flash où on voit un Barry Allen plus vieux du multivers revenir dans le passé, voir sa maman, Nora Allen, et lui parler. Et j'avoue qu'Ezra Miller m'a touché. Alors moi, j'ai pas eu droit à du LSD gratos après, mais bon, j'irai quand même voir la séance. Il me tarde même d'aller voir The Flash. On a proposé la même scène à Bruce Wayne, mais lui, il est pas remonté 40 ans en arrière pour parler à sa mère. Il est remonté 3900 ans en arrière pour aller prendre Kane et le mettre en prison dans l'asile d'Arkham. Ah, il est déterminé. Et puis une maman, on en a aussi vu une dans la promo de Cross the Spider-Verse, qui fait la part belle à Jessica Drew, Spider-Persona enceinte, et tous les obstétriciens de Twitter ont dit oui, c'est peut-être pas bien de faire la promotion d'une super-héroïne qui se bat alors qu'elle est enceinte. Mais calmez-vous, c'est un film d'animation, et moi j'irai même plus loin. J'espère qu'on aura une scène de dingo filmée en bullet time, avec le bébé qui tombe de l'entrecuisse, accroché au Spider-Cordon, et qui fout ses 2 pieds joints là en balancier, paf, directement dans la gueule de la tâche, d'un portail interdimensionnel à un autre. The Spot versus The Schneck. Alors je sais que c'est pas forcément conseillé par tous les pédiatres, mais tant qu'à faire, allons-y. Tiens, restons dans l'ambiance Twitter, justement. Ambiance scandale, danse de vandale. Sachez que si vous avez aimé Batman vs Superman, c'est que vous êtes des êtres supérieurs. Ou plutôt, si vous n'avez pas aimé BVS, c'est peut-être, selon Zack Snyder, parce que vous n'avez pas compris, tout simplement, l'approche déconstructiviste, multicouche, moderne de la mythologie super-héroïque que vous vous attendiez, comme des gros cons avec vos popcorn, à une farce, une comédie super-héroïque. Moi, ça m'a pas empêché de rigoler quand même une ou deux fois pendant le film. Mais je laisse le soin à tous les attardés de commenter ce qu'ils ont à dire pour leur défense. Essayez de pas trop faire de fautes d'orthographe. Soyez snyderiens, multicouche, comme Tante May d'ailleurs. Tiens, des fois, c'est pas plus mal d'être précoce puisqu'on a appris que la photographie, donc le tournage du film Hellboy The Crooked Man venait de se terminer. La production a commencé en mars, le tournage a commencé en avril, donc allez, un gros mois et probablement beaucoup de prises premières réussies. Mike Mignola en personne a validé, alors vous allez me dire oui, il a validé les 2 premiers, qui étaient certes des réinventions de son personnage, il a validé le dernier aussi, alors que le scénar était quand même compliqué à encaisser et à valider, mais là il dit quelque chose qui est assez intéressant. Il dit: si les fans attendaient un film Hellboy qui soit réellement adapté d'une de mes histoires, ils vont enfin l'avoir. Il dit aussi qu'ils ont trouvé comment à la fois satisfaire le studio et rester fidèle à l'essence même de l'œuvre The Crooked Man, et il conclut, on est d'accord avec lui, en disant qu'il aimerait que Corben Richard soit encore en vie pour voir comment ils ont réussi à donner vie à ses dessins. Et là, moi, je vous avoue qu'avec tout ça, c'est moi qui ai le gros rouge. Poké Miller. Il a relevé le personnage de Daredevil, on lui doit 300, on lui doit Sin City avec Dave Gibbons, on lui doit l'excellent Martha Washington, il a fait avec Mazzucchelli une des meilleures histoires d'origine de Batman avec Erwan, il a fait une des meilleures réinterprétations du Chevalier Noir dans The Dark Knight Returns. Frank Miller fait comme Elektra et il revient chez Marvel à l'occasion de quelques couvertures variantes, quand il n'est pas trop occupé sur sa propre maison d'édition. Frank Miller Presents avec Dan Didio, et le moins qu'on puisse dire c'est que l'évolution de son style ne manque pas de faire parler à chaque nouvelle couverture. La dernière polémique en date, c'est cette couverture de Wolverine, décriée, souvent comparée à celle-ci, qu'il avait fait il y a 34 ans quand même, mais on parle ni de Nora Freeze, ni de Magikarp. Son style n'est pas figé, surtout Frank Miller, qui a passé sa vie à évoluer et à faire évoluer ce médium. Stylistiquement parlant, c'est pas le seul à avoir fait ça, on peut penser à John Romita Jr., qui lui aussi fait beaucoup parler, Mike Mignola, tous ces artistes qui cherchent à faire en 2 traits ce qu'avant il faisait en 40 et ce que d'autres n'arrivent pas à faire en moins de 20 traits. Et ça, c'est du style. Personnellement, je trouve que ça fonctionne. Alors, on peut ne pas aimer. C'est vrai que c'est pas moi le plus fan de cette pose qu'on pourrait associer à la colère, puisqu'il a fait la même pour la chose. Mais regardez-moi ce Blade. Regardez-moi ce Moon Knight. Je pense au Loki. Il avait fait un Spider-Man aussi. Je trouve ça de toute beauté. Il faut pas confondre la recherche d'un style intégrant, certes, une forme d'économie avec un simple manque de travail. C'est pas facile de faire ce qu'il fait. Il faudrait voir aussi peut-être en noir et blanc. Il y a plein de choses. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les comics de Papel. Souvenez-vous de la série Immortal Hulk par Ali Wing, par Joe Bennett, qui est considérée comme une des meilleures séries sur le personnage, puisqu'elle vient voir les choses en grand, elle vient apporter une touche philosophique, une touche
horrifique, une forme d'introspection bienvenue sur le personnage, qui sert à la fois à le révolutionner et en même temps à rendre hommage à toute son histoire éditoriale. Eh bien, il semblerait que celui qui est en train de faire des merveilles sur X-Men Red, Al Ewing, va appliquer la même recette pour Thor, The Immortal Thor. Ça sera une fois que Torunn Grønbekk et Juan Gedeon auront fini leur run sur le personnage. Mais bon, Marvel, vous êtes bien gentil, mais la seule série dans le genre que je veux voir, moi, c'est The Immortal Tante May. La meuf, elle a 85 ans depuis 1962, mais personne ne se pose de questions. Et en parlant de gens qui bravent la mort, Cullen Bunn va faire revenir le personnage de Null, nul, Oui, c'est un petit peu comme si je vous disais qu'on a aperçu hier Elisabeth II en train de se balader à poil dans Buckingham Palace. Il y a une petite impossibilité technique, me direz-vous, mais ça intervient dans Death of the Venomverse, donc une histoire qui parle du multivers, donc tout est possible, ça peut être le Null d'une autre dimension. Attends, ce qui est sûr, c'est que Carnage s'est mis en tête de tuer tous les Venoms de toutes les dimensions, afin de devenir le seul roi en noir. Ça promet un duel assez sanglant. Et en parlant justement des morts, encore une fois, Jean Grey aura droit à une nouvelle série régulière par Madame Louise Simonson et Monsieur Bernard Chang, dont les dessins étaient complètement sublimes dans Batman Beyond. Puis restons dans les classiques, puisque le cultissime scénariste Peter David, qui a eu des grosses galères médicales, qui avait nécessité une cagnotte, un financement participatif, ce qui est peut-être pas très normal quand on sait que sa créature, Miguel O'Hara, va être l'un des personnages principaux du prochain film Across the Spider-Verse. Allez Sony, faites un petit chèque, soyez sympa. Bien justement, il va revenir à ce futur de 2099 qui nous rend à nous-mêmes nostalgiques à l'occasion d'un récit à la symbiote Spider-Man, à la Maestro. Donc il va revisiter le passé, un nouveau symbiote. Enfin, il nous tarde de voir ça. Et enfin, DC s'inspire de Marvel avec la série Green Lantern War Journal. Et ça sera pas la guerre du Punisher, mais celle de John Stewart dans le cosmos, notamment contre la Reine Revenante. Et Marvel, justement, va nous sortir, quant à eux, un titre dont ils ne peuvent nous parler, probablement pour ne pas nous spoiler, mais il faut bien que les libraires le commandent. Ils nous dévoileront ça en juillet, ça sort en août. Le premier chapitre d'une mini-série de 4 épisodes, 40 pages, donc ils nous présentent ça comme étant classé secret. Alors, est-ce que c'est le Silver Surfer qui se met à la trottinette? Est-ce que c'est Tony Stark qui invente un stérilet pour Tante May? Est-ce que c'est Mr. Sinister qui mélange l'ADN du bouffon vert avec une couille? La série s'intitulerait Norman Osborn. Je vous laisse être créatif dans les commentaires. Lisez, cette semaine j'ai démonté le crossover Sins of Sinister des X-Men, principalement organisé par le scénariste Kieron Gillen, avec Al Ewing, avec Cy Spurrier, Paco Medina, plein d'autres artistes, Lucas Werneck qui est très très bon. Je me suis régalé, j'ai bien aimé l'hommage à la fois structurel et puis même dans le fond, dans le sous-texte, à House of X Powers of Ten de Jonathan Hickman, qui est quand même la base, et sachant que ce récit vient peut-être un petit peu précipiter la future chute de Krakoa qu'on attend, qui est pour bientôt, on verra comment ça se passe. Je vous avoue que il est sur la même structure temporelle, donc on voit plus 10 ans, plus 100 ans, plus 1000 ans, et je vous avoue que j'ai plus ressenti le poids du temps qui est passé dans House of X Powers of Ten, mais bon, ça n'empêche pas que je me suis régalé, c'était fun, il y a surtout des idées fun, c'est tout ce qu'on demande des comics, on sait très bien que les futurs alternatifs vont pas forcément révolutionner grand chose, donc il faut qu'on prenne beaucoup de plaisir et qu'il y ait des idées un petit peu délirantes, même si, attention, il y aura des ramifications dans la Krakoa du présent, et ça il me tarde de voir comment ça va se passer. Il me tarde aussi d'enchaîner les 3 tomes de Jonah, de Chris et Laura Sani, c'est ces 404 comics, on va enfin pouvoir découvrir le dénouement des aventures de cette sœur qui est partie à la recherche de sa petite sœur disparue, et c'est surtout une pépite graphique. Moi j'ai lu que le tome 1, mais là il me tarde de tout enchaîner. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu, merci d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, je lis aussi chacun de vos commentaires quand vous réagissez sur YouTube, où j'essaie de répondre au plus grand nombre, sur les réseaux sociaux aussi, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 399 JT maintenant. N'attendez rien pour le JT numéro 400, puisque je pourrais jamais faire mieux que ce qui s'est passé en le 250. De toute façon, j'ai même pas le temps de tout mettre en place. Mais attendez-vous quand même à un JT. Et c'est ça qu'on veut. Je vous donne rendez-vous samedi à Nîmes pour mes Gardois, mes Gardoises et tous les autres. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et j'apprends que Passepartout va être rejoint par une collègue mauvaise passe sur Fort Boyard. Et c'est très courageux de sa part d'avoir gardé le surnom de son taf d'avant quand elle bossait pour le proxénète Olivier Pine et qu'elle était clairement pas à la hauteur du job, je sais pas. En attendant, ça me fait plaisir qu'elle retrouve le père Fouras.